Bonjour Mariam Pouchtou. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Mariam, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es étudiante à la Sorbonne et vice-présidente de l'UNEF en charge des questions universitaires et de jeunesse. Alors en ce moment, c'est plus d'1,7 million d'étudiants qui font leur rentrée à l'université, une rentrée un peu particulière après plusieurs mois d'enseignement à distance. Elle ressemble à quoi cette rentrée pour vous? C'est quoi l'état d'esprit des étudiants aujourd'hui? Alors, c'est partagé entre le fait qu'on soit enfin en présentiel et ça fait du bien, et en même temps de se dire qu'il y a quand même les galères de rentrée qui persistent. Donc, à la fois sur les questions de conditions d'études et de conditions de vie, parce qu'il y a des amphis où les personnes sont encore assises par terre parce qu'il n'y a pas assez de place. Et de l'autre côté, il y a une précarité qui a augmenté de 2,7% cette année aussi. Et donc, derrière, ça se fait sentir dans le portefeuille des étudiants. On a beaucoup parlé de la détresse psychologique des étudiants pendant la pandémie. Est-ce que tu penses que cette détresse psychologique, on peut la mettre définitivement derrière nous, ou est-ce qu'elle peut avoir des séquelles? Ça va être quoi les conséquences en fait de la pandémie sur le psychisme d'une génération entière d'étudiants? Ouais, je pense qu'on peut pas mettre de côté la question psychologique parce qu'effectivement, elle était très prégnante au moment où on était confinés, parce que c'était des étudiants qui passaient 10 heures par jour sur leur ordinateur pour suivre leurs cours dans un 9 mètres carrés dans une cité universitaire pour ceux qui étaient en cité universitaire. Donc voilà, donc ça marque. Et au-delà de ça, on est encore dans cette crise sanitaire, elle n'est pas encore finie. Et forcément, ça a des séquelles psychologiques beaucoup parce que des étudiants ont été en situation de décrochage l'an passé notamment. Et forcément, de devoir là reprendre à la rentrée, d'avoir aussi peur d'échouer et de rater son année, c'est aussi quelque chose qui pèse sur le moral en fait des étudiants, et forcément ça a un impact psychologique. Il y a des choses qui ont été mises en place par les universités. Est-ce que vous aussi, à l'UNEF, de votre côté, vous essayez de mettre en place des choses pour essayer de pallier ce problème? Nous, de notre côté, ce qu'on fait beaucoup, c'est des distributions alimentaires, ce qu'on faisait rarement avant, puisque du coup, c'était pas notre rôle, en soi. Parce que déjà, les distributions alimentaires, ça pallie un manque de l'État. Donc, c'est un problème que les associations soient amenées, en fait, à devoir faire ce genre d'action. Mais effectivement, on le fait et on continue à le faire. Après, on mène des actions aussi pendant cette rentrée. Donc, on a une plateforme SOS Inscription qui permet de recenser toutes les personnes qui n'ont pas d'inscription et de tenter de les inscrire, dans l'enseignement supérieur. Donc, on voit que cette année, notamment en master, il y en a énormément par rapport aux années passées qui sont sans master pour la rentrée. Et on a aussi des actions, par exemple, de bourse aux livres sur les campus pour faire en sorte que les étudiants payent moins cher leurs livres et que ceux et celles qui ont les livres de l'an passé qui ne servent plus puissent les vendre et du coup avoir un peu d'argent. Alors, le gouvernement s'est un peu vanté d'avoir mis en place un dispositif pour aider les étudiants, notamment parce que pendant la période de la pandémie, beaucoup d'entre eux n'avaient plus accès à des petits jobs étudiants. Et là, le gouvernement, alors en tout cas la ministre Vidal et Elisabeth Borne, disent avoir mis en place une plateforme avec plus de 15 000 jobs étudiants, parmi lesquels des CDI. On est allé voir avec Pablo justement ce site, à quoi ça ressemblait. Mais on aimerait avoir ton avis. Ça ressemble à quoi ce truc? C'est crédible? Est-ce que tu peux nous Alors, dire ce qu'il y a comme job? Nous, on sait, mais est-ce que tu peux le dire? le, le plan un jeune, une solution. On pourra en parler pendant très longtemps. Non, nous, ce qu'on voit, c'est que nous, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la plateforme, le gros souci qu'elle a, bon, au-delà du fait que parfois elle propose des formations à des personnes qui viennent sortir de formation, ce qui n'a pas de sens, mais aussi des stages ou des jobs précaires. En fait, ce qu'on voit, c'est que nous, le salarié étudiant, c'est pas censé exister normalement. On est censé pouvoir suivre ses études dans de bonnes conditions et ensuite avoir un diplôme pour avoir un métier. Et donc, c'est pour ça que nous, on revendique notamment un filet de sécurité, donc ce qu'on appelle l'allocation d'autonomie, pour permettre à ce que tous les jeunes puissent vivre sans souci en fait d'aller travailler. Notamment, il y a quasiment un jeune sur deux en fait qui travaille pendant ses études, et on sait que c'est la première cause d'échec à l'université. Donc forcément, c'est quelque chose qu'il faut régler. Et aujourd'hui, on voit que les solutions du gouvernement, c'est en fait favoriser et limite encourager ce salarié étudiant, alors que c'est pas la solution en fait qu'attendent les jeunes qui sont en train de notamment faire leurs études. Bon, Pablo, Donc tu on peux a des peut-être réponses qui citer sont souvent à l'exemple. côté de la plaque. Pablo, ouais, tu peux non, peut-être parce citer qu'après, nous, l'exemple que tu as trouvé hier. ouais, on a commencé à regarder, j'ai commencé à regarder ce que c'était que les jobs. Et le premier sur lequel je suis tombé, c'est un travail qui est à peu près à 1 heure de Bordeaux en voiture. Donc j'ai regardé pour y aller, on peut y aller que en voiture. Et ça, à peu près, ça coûte à peu près 15 euros d'y aller en comptant les péages et l'essence. Et Allez c'est un seulement. job de 1 heure et demie
2 fois par semaine, donc c'est 3 heures par semaine, c'est un En CDI. CDI. Mais c'est 3 heures par semaine payées au taux du SMIC. Donc en fait, faire l'aller-retour en voiture, ça coûte à peu près autant que le salaire ensuite qui va être rétribué sur place. Donc je ne comprends pas trop à quoi sert ce genre de proposition. Dans la mesure où les étudiants, bien sûr, ils sont à l'université de Bordeaux, ils sont dans les grandes agglomérations, ils sont pas dans les campagnes à côté du poste. Donc je pense que c'est complètement de la merde, cette plateforme. Moi, j'avais une question, c'est que c'est par rapport à la question du Covid. On a l'impression que le Covid, on est en train un peu de tourner la page, genre doucement mais sûrement. Mais en vrai, cette urgence, elle est toujours là, l'urgence du Covid. Qu'est-ce qui a été mis en place dans les universités pour cette rentrée pour répondre à cette urgence du Covid? Est-ce qu'il y a de la ventilation, la circulation, les capteurs de CO2? Est-ce qu'il y a il y a des trucs comme ça pratiques qui ont été mis en place dans les amphithéâtres et dans les universités? Alors là, tu touches un point qui est hyper important pour nous et qui n'est pas résolu, justement. C'est-à-dire que les annonces de la ministre, ça a été il n'y aura pas de distanciation sociale. Bon, il faut quand même que les facs mettent des masques ou ce genre de choses, du gel hydroalcoolique. Jusque-là, on est bon, c'était ce qu'il y avait il y a un an. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans la situation d'il y a un an, justement, il y a 2 ans. On est censé avoir appris des erreurs qu'il y a eu et faire en sorte, justement, d'accueillir les étudiants dans de bonnes conditions. Donc, tout ce qui est ventilateur d'air, purificateur d'air, etc., ça, il n'y a rien. Et en fait, le problème, c'est que les universités ont déjà un manque de moyens. C'est-à-dire qu'elles manquent de personnel, elles manquent de professeurs, elles manquent de places. Et donc, derrière, forcément, ce n'est pas ce qu'elles vont mettre en place, puisque du coup, déjà, elles ont du mal à assurer les cours, tout simplement, et on va dire les frais de fonctionnement de base. Et donc, au-delà de ça, on a le nombre d'étudiants qui arrivent de plus en plus à l'université. Donc, il y a 3 ans, c'était en licence. Là, on voit qu'il y a un énorme bouchon en fait en master parce qu'il n'y a pas assez de place. Et à côté de ça, en fait, on n'a pas de cadrage national au niveau du ministère qui dit concrètement les établissements doivent mettre ceci en place. Donc, il y a un protocole qui est accessible en ligne, mais on voit très bien que le protocole est bien en deçà de ce qu'il faudrait mettre en place. Et les établissements n'ont pas les moyens. De toute façon, donc en fait, tant qu'il n'y a pas d'investissement concret de la part du ministère, les facs pourront quasiment rien faire et pourront faire le strict minimum en fonction du budget qu'elles ont. Et souvent, on voit que les petites facs qui ont moins de budget, peuvent pas mettre tout ce qu'elles veulent en place, notamment pour accueillir les étudiants. Qu'est-ce qui se passe pour les étudiants qui ne sont pas encore vaccinés? Est-ce qu'il y a un risque pour eux, à un moment donné, de ne plus être en droit ou d'accéder à l'université? Non, il y a pas de pass sanitaire à l'entrée de l'université, donc nous, c'est ce qu'on heureusement, parce qu'on s'est dit: «Enfin, un pass sanitaire pour aller étudier, c'est quand même compliqué». Donc nous, on n'est pas pour, en tout cas, mettre le pass sanitaire à l'entrée de l'université. Par contre, on est pour la vaccination et nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une nécessité de davantage pousser à la vaccination et faire en sorte d'avoir une campagne, du coup, qui parle aux étudiants, et aux jeunes et pas que ce soit, les affiches un peu, lambda qu'on voit dans la rue, pour monsieur et madame tout le monde et c'est aussi ça, que nous on pose, c'est qu'il y a une nécessité aussi de s'appuyer sur les organisations, les associations Mmh. pour mettre en place justement une campagne qui fonctionne et aussi mettre les moyens. Donc, il y avait ce qui a été annoncé, c'est des barnums ou des bus qui vont de site en site pour permettre cette vaccination-là. Donc là, on est encore dedans, donc c'est un peu peut-être trop tôt pour faire un bilan. Mais je pense qu'effectivement, dans 2 mois, il faudra faire un bilan de comment ça s'est organisé sur ce volet-là à la rentrée. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, il y a une augmentation du nombre d'étudiants depuis quelques années. Depuis 10 ans, il y a eu plus 50% d'étudiants. En parallèle, il n'y a pas eu grand-chose qui est fait au niveau du financement. Comment les universités gèrent ce problème de sous-financement chronique? En fait, on a l'impression dans ce que tu dis que ils font ce qu'ils peuvent avec des petits bouts de chandelle, quoi. Mais il n'y a pas vraiment de grands plans ou de grands schémas pour essayer de résoudre ce problème de financement chronique. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a un financement, qui manque. Donc il y a certaines universités, notamment en province, là, qui demandent des enveloppes budgétaires supplémentaires, au ministère pour permettre justement, d'organiser la rentrée. C'est un peu compliqué, mais elles essaient de grappiller un peu d'argent. Là, on va voir au niveau du projet de loi de finances qui va en être. Par contre, on a vu déjà au projet de la finance de l'an passé, il y a certaines universités qui n'avaient pas de moyens nouveaux. C'est-à-dire, pas de moyens nouveaux pendant une crise sanitaire, enfin déjà ça a pas de sens, mais au-delà de ça, ça met vraiment grandement les facs en difficulté parce que souvent ça, a un impact direct sur les étudiants. Donc par exemple, l'université qui n'a plus les moyens de mettre en place certaines choses, va essayer de faire des économies, ce qui dans la logique
est cohérent. Mais souvent, ça se fait au détriment des étudiants parce que c'est, par exemple, la suppression des rattrapages en disant, bon, bah, finalement, les rattrapages, il n'y a pas tant d'étudiants que ça qui en bénéficient, donc du coup, on va les supprimer parce que ça nous coûte de l'argent. Ce que nous, on dénonce parce on estime qu'il y a le droit à la seconde chance quand on rate un semestre ou des matières, qu'on puisse se rattraper à la fin de l'année. Il y a aussi le fait que, par exemple, les étudiants étrangers hors Union européenne, dans beaucoup d'universités, on se faisait exonérer, ce qui fait qu'ils payaient en fait 170 € et 200 et quelques quand ils entraient en master. Et ben, il y a des universités qui, cette année, ont fait ce changement-là. Par exemple, l'Université de Paris 3, qui exonérait jusqu'au début de la réforme, cette année a fait le choix de ne plus exonérer et d'appliquer les frais en fait différenciés, ce qui fait que les étudiants, là, il y a des étudiants qui viennent nous voir et qui se retrouvent à devoir payer 2 700 € et qui n'ont pas les moyens en fait. Et il y a une commission d'exonération qui exonère genre 30 dossiers sur Bon, tous les étudiants, quoi. bon. Donc, on voit bien qu'en fait, c'est les étudiants qui en pâtissent derrière. On a une dernière question, Mariam, qui est un peu plus générale, qui est un peu sur le climat de cette rentrée à la fois universitaire, mais aussi plus largement sur un plan politique, un plan social aussi. On va rentrer dans une année électorale, on vient d'y rentrer d'ailleurs. Ce week-end, on a vu la liste des islamo-gauchistes publiée par un site d'extrême droite, c'est Taha Bouaf qui en a informé l'ensemble des personnes concernées. Il y a la possible candidature d'Éric Zemmour sur les thèmes de débat. C'est lui qui impose les thèmes et qui donne le ton et qui donne le là, visiblement, dans les médias. Il y a la faiblesse de la gauche et la dispersion des candidatures. On parle en permanence du duel Macron-Le Pen. Tu la sens comment, cette campagne électorale? Quelle place l'UNEF dans cette campagne va-t-elle avoir? Est-ce que vous entendez jouer un rôle? Est-ce que vous voulez peser? Est-ce que des mobilisations peuvent émerger d'ici l'élection présidentielle? Comment tu sens ça? Alors sur les mobilisations, il y a la date du 5 octobre auquel nous on se rallie, notamment, sur la question de la réforme des retraites, de la restriction chômage et de notre côté, du coup, de faire porter en fait, les aspirations des jeunes tout simplement. Donc ça, on y sera et au-delà de ça, par contre, on a effectivement tout le volet présidentiel. Nous, en tant que syndicat étudiant, on a vocation aussi à faire en sorte que les revendications, qu'on porte au niveau des étudiants et même de la jeunesse de manière générale puissent ressortir dans le débat. Ce qu'on voit que, c'est rarement le cas et souvent, bah, parce que, il y a ce truc de les jeunes votent pas, donc du coup, on va pas s'adresser à eux, qui ressort beaucoup et donc du coup, qui fait que dans les programmes, on est beaucoup invisibilisé en tant que jeunes, alors qu'au contraire, justement, on est aussi les citoyens de demain et on espère justement faire en sorte de changer les choses dans notre société. Donc c'est pour ça que nous, on fera en sorte, en tout cas, de se mobiliser effectivement pour que nos revendications et les revendications de la jeunesse puissent être entendues et puissent être écoutées aussi de la part des candidats. Effectivement, on a un contexte qui est un peu anxiogène avec une montée de l'extrême droite et une visibilisation aussi des idées de haine auxquelles nous, du coup, bien sûr, on n'adhère pas. Merci Merci beaucoup, beaucoup, Mariam. Mariam. Synchronisation. Merci à vous.